Bonjour et bienvenue à tous à notre webinaire consacré à la nutrition et à la prévention des postures sédentaires. Nous allons commencer par nous présenter. Donc, je suis Alicia Chambaud, diététicienne et ergonome. Donc, moi, je suis Aurélie Lotte. Bonjour à tous. Je suis infirmière en santé au travail au sein du Célesté. Donc, nous allons commencer par un test. Je vous laisse prendre vos téléphones portables pour saisir le QR code. C'est un petit test avec des questions assez simples, voilà, pour commencer à rentrer dans le sujet. Est-ce qu'on peut commencer? Allez, on va commencer. Donc, les premières questions concernent la nutrition. Quel est le bon rythme alimentaire recommandé dans la journée? Un repas principal et deux collations, trois repas par jour plus une collation, deux repas par jour ou collation à volonté? Bravo, bravo. Que des bonnes réponses. Donc, on a même le score. Question suivante. Que faut-il privilégier pour composer une assiette équilibrée? Viande plus frites plus soda, féculents plus légumes plus fruits, pain blanc, fromage, charcuterie, un seul aliment pour éviter les mélanges. Bravo à tous. Ben, fort. Que des bonnes réponses. Quel pourcentage de cancer pourrait être évité grâce à une meilleure alimentation et à l'activité physique? 10%, 25%, 40 à 50% ou 75%? Ah, et voilà, la bonne réponse était 40 à 50%. Donc, on en a certains qui répondent 25 et une personne 10 et une 75. On y reviendra durant la présentation. Toujours Mariette en tête. C'est ça. Allez, on va maintenant passer aux questions concernant les postures sédentaires et leur prévention. Alors, quelles sont les recommandations d'activité physique par semaine pour un adulte selon le ministère de la Santé? 100 minutes par semaine, 150 minutes par semaine, 180 minutes par semaine ou 200 minutes par semaine? Ah, alors, on a peu de réponses justes du coup, puisque la bonne réponse est 150 minutes par semaine. Donc, ça peut être découpé, par exemple, en 30 minutes, 5 fois par semaine. Voilà, c'est un petit peu ce qui est préconisé. Voilà, on peut également en faire plus, mais voilà, le minimum recommandé sont les 150 minutes par semaine. Alors, une autre question. Je travaille sur écran 7 heures par jour, mais je vais au sport 3 fois par semaine en sortant du travail. Suis-je sédentaire? Et je travaille assis sur écran. Bravo, la réponse est oui. Voilà, pourquoi? Parce que c'est pas parce que je fais du sport en dehors du travail que je ne suis pas sédentaire si je suis installée en posture sédentaire au travail plus de 5 heures par jour. Ah, quelqu'un a dépassé. Dernière question. Alors, la dernière, quelle est la place de la sédentarité parmi les causes de mortalité prématurée en France? La première cause, la deuxième cause, la quatrième cause ou bien la 10e cause?
Bravo, bravo, maximum de bonnes réponses. Donc, la sédentarité arrive parmi les 4e causes de mort prématurée en France. On va quand même aller garder le podium. Pour le classement, Mariette 3e, Isa 2e et première place pour Cécia. Bien. Bravo, Cécia. Bravo. Mais bravo à tous d'avoir participé. Bravo à tous. Beaucoup de bonnes réponses. Alors, le quiz étant terminé, on va maintenant vous présenter le sommaire. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va déjà parler de nutrition, introduction, les bases de l'équilibre alimentaire. On va voir pourquoi respecter l'équilibre alimentaire, quels sont les conseils généraux pour maintenir un équilibre alimentaire et les recommandations nationales. On va voir également comment composer son repas, puis le choix des produits et le Nutri-Score. On passera ensuite à la seconde partie, les postures sédentaires. On reprendra ensemble le contexte. Comment identifier ces postures sédentaires? Les postures sédentaires et l'inactivité physique, car ce sont deux notions différentes, voilà, bien savoir distinguer. Quels sont les effets sur la santé de ces postures et quelles stratégies on peut mettre en place pour lutter contre les postures sédentaires? Et puis une troisième partie sera consacrée à nos conseils pour manger mieux et bouger plus. On verra également en tant qu'employeur comment est-ce qu'on peut agir. Et puis, on vous présentera des exercices à faire au travail ou à la maison et des étirements qu'on peut également faire à notre poste de travail. Donc, nous allons commencer par la nutrition. Pourquoi aborder ce thème aujourd'hui? La nutrition et la prévention des postures sédentaires, car une alimentation équilibrée combinée à une activité physique adaptée sont vraiment deux facteurs clés pour notre protection, pour notre santé. En effet, comme on l'a vu, 40 à 50% des cancers pourraient être évités par rapport à si on est bien nourri et si on bouge bien dans notre vie. Cet équilibre apporte l'énergie nécessaire au bon fonctionnement des cellules de l'organisme. En effet, ça peut contribuer à l'amélioration de la qualité du sommeil, au renforcement du système cardiovasculaire, à la préservation du capital osseux, à la réduction du risque d'apparition de maladies chroniques telles que le diabète et de cancer. Et aussi, l'alimentation peut avoir un effet bénéfique sur la santé psychique. Lorsque les apports caloriques sont supérieurs aux dépenses énergétiques, en général, on a une augmentation du risque de surpoids, donc un IMC qui va être au-delà de 25. Un IMC normal est compris entre 18 et 25. Un risque d'obésité, du diabète de type 2 et surtout une diminution de la concentration. Alors, par exemple, lors du confinement, un exemple concret, en général, en moyenne, les Français ont pris 2,5 kg durant le confinement. 57% des Français ont pris du poids. En général, c'était lié à un manque d'activité physique dû au télétravail, à des restrictions de déplacement, à la fermeture de salles de sport et des associations sportives. Donc, on parle beaucoup de productivité, mais si votre assiette était votre premier levier de performance, pourquoi respecter l'équilibre alimentaire? Alors, l'équilibre alimentaire, c'est une question d'équilibre entre les apports et les dépenses. Donc, comme on peut le voir, lorsque les apports sont égaux aux dépenses, du coup, le poids est stable. C'est le premier marqueur pour savoir si vous respectez votre équilibre alimentaire. En général, on a une diminution des risques d'apparition de maladies métaboliques, telles que le diabète. Lorsque les apports sont supérieurs aux dépenses, vous risquez d'être en prise de poids et vous avez un risque augmenté de surpoids, obésité, maladies cardiovasculaires et de cancer, surtout digestif. Lorsque les apports sont inférieurs aux dépenses, ici on aura une perte de poids, un risque augmenté de carence, de malaise et de dénutrition. Donc, des conseils généraux pour maintenir un équilibre alimentaire, déjà au point de vue de l'organisation et du rythme alimentaire. Comme on l'a vu durant le quiz, en effet, il faudrait respecter l'organisation des 3 repas par jour, donc du petit déjeuner, du dîner et de la collation. C'est vrai que la collation revient de plus en plus dans les journées type. Pourquoi? Parce qu'en général, on mange de plus en plus tard, on travaille de plus en plus tard, on a aussi toute l'organisation vis-à-vis de la vie familiale et sociale. On peut aller au sport aussi en fin de journée après notre travail, donc il est recommandé d'avoir une collation équilibrée et non du grignotage au cours de l'après-midi.
Donc, une collation équilibrée, elle est composée en général d'un produit laitier, d'un fruit, et ça peut être aussi avec un élément céréalier, par exemple du pain complet. Éviter les grignotages, donc préférer une collation équilibrée. Bien différencier le coin travail et le coin repas, que ce soit au bureau ou en télétravail. Il faut rester assis, de préférence, dans le calme, pendant au moins 20 minutes. En effet, le cerveau ne synthétise pas qu'il a mangé si vous mangez en moins de 20 minutes. L'exemple concret, c'est quand on mange un fast-food, en restauration rapide, vous allez absorber beaucoup de calories en très peu de temps et en général, vous allez avoir faim quelques heures après. Par contre, si vous mangez un repas bien équilibré où vous prenez le temps de mâcher dans le calme, votre cerveau va bien synthétiser, va voir de la couleur, de la quantité et vous allez avoir du coup moins de somnolence, moins de risque de diminution de la concentration et moins d'appels à la nourriture durant l'après-midi. Et bien éteindre son ordinateur durant les repas pour que l'attention ne soit pas détournée. Essayer de faire ses courses aussi le ventre plein, prévoir ses repas sur la semaine pour éviter les tentations. N'hésitez pas à cuisiner aussi en plus grosse quantité, à prévoir des tupperwares à l'avance sur 2 jours, sur 2, 3 jours, pour que vous arriviez à respecter un équilibre alimentaire. Diminuer la consommation de sucre en général et de produits industriels, car les produits industriels sont très riches en sucre et en sel. Ce sont deux ingrédients qui vont jouer dans la conservation en fait, des aliments, surtout les aliments bio. Préférez le fait maison, le miel, le chocolat noir, 85%, les fruits et légumes, les produits frais et de saison ou surgelés qui vont plus être riches en vitamines et minéraux, les céréales complètes comme le pain complet, le riz complet et les pâtes complètes. Et enfin, boire suffisamment d'eau et limiter la consommation de boissons sucrées telles que le soda, les jus de fruits et alcoolisés. L'alcool est très riche en calories. Et bien attention au sucre dans le café ou dans le thé, surtout si vous en buvez plusieurs dans la journée. Pour rappel, il est recommandé de boire 4 cafés par jour et pas plus. Au niveau des recommandations nationales, donc Santé publique France a publié ses recommandations pour un mode de vie plus équilibré. Donc, il faut commencer par augmenter ses fruits et légumes. Donc, la recommandation, c'est toujours 5 fruits et légumes par jour. Comment y arriver? Avec un fruit par repas, c'est l'idéal. Donc, c'est une portion de fruits. Ça peut être une pomme, mais ça peut être 2 kiwis. C'est l'équivalent à peu près de 150 grammes. C'est environ un point fermé, voilà, au niveau de la quantité. Donc 3 fruits et une portion de légumes le midi, une portion de légumes le soir. Donc c'est environ la moitié de l'assiette. Cru ou cuit, peu importe. De saison, c'est encore mieux. Les légumes secs font vraiment partie des recommandations maintenant. Donc le mieux, c'est d'en manger au moins une fois par semaine. Des lentilles corail, haricots blancs, haricots rouges, pois chiches. Ils peuvent aussi remplacer la viande, le poisson ou les œufs de temps en temps. Les fruits à coque, noix, noisettes, amandes non salées, là, il est recommandé d'en manger une petite poignée par jour. Ça peut être un moyen de limiter le grignotage, de prévoir un petit sachet de fruits à coque à emporter pour votre travail. Le fait maison et l'activité physique. À l'hiver, donc le pain complet ou aux céréales, les pâtes, le semoule ou le riz complet. Favorisez vraiment votre consommation, la consommation d'aliments complets qui sont plus riches en fibres, en minéraux et avec ces aliments, vous vous sentirez moins fatigué et vous grignoterez aussi beaucoup moins. Les poissons gras et maigres en alternance, donc les poissons gras, par exemple le saumon, le thon, les maquereaux, les sardines, au moins une fois par semaine et une fois du poisson maigre en alternance, donc par exemple du colin, du cabillaud. Les huiles, donc les matières grasses, bien privilégier les différentes huiles, ne pas toujours consommer la même pour ne pas toujours avoir le même apport en oméga 3, 6 ou 9. Donc, vous pouvez alterner entre l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile d'olive, par exemple. Vous pouvez aussi consommer du beurre, mais en petite quantité le matin, frais. Il faut juste éviter de le faire cuire à haute température et d'en manger en grande quantité. Donc 10 grammes le matin, ça, voilà, ça peut rentrer dans un équilibre alimentaire. Une consommation de produits laitiers suffisante mais limitée. Donc la recommandation, c'est 2 produits laitiers par jour.
Plutôt favoriser la consommation de fromage le midi que le soir pour un meilleur sommeil. Les aliments de saison et les aliments produits localement et les aliments bio font aussi partie des recommandations. Et enfin, les groupes d'aliments à réduire, donc l'alcool, les produits sucrés et boissons sucrées, les produits salés, la charcuterie, la viande rouge, donc le porc, le bœuf, le veau, le mouton, l'agneau et les abats. Donc il est important quand même de garder 1 à 2 viandes rouges dans la semaine pour le faire. Mais vous pouvez alterner avec surtout de la viande blanche, des œufs, après du poisson, poisson gras, poisson maigre et des légumineuses. Les produits avec un Nutri-Score D et E, donc on y reviendra tout à l'heure, le Nutri-Score, je vous présenterai, et le temps passé à. Comment bien composer son assiette? Donc, le mieux, c'est de cuisiner maison, hein, comme on l'a dit dans les préconisations précédentes. L'idéal, c'est de diviser son assiette en 3. Donc, que vous soyez au restaurant, d'entreprise ou chez vous, ou si vous apportez votre lunchbox, vous pouvez cuisiner en plus grosse quantité des féculents et des légumes et les diviser dans différentes lunchbox ou tupperwares. Donc, l'idéal, c'est d'avoir au moins la moitié de votre assiette en légumes, un quart environ ou un peu plus si vous faites une activité professionnelle physique ou une activité physique en dehors de votre travail. Donc, des féculents plutôt complets, pâtes, riz, semoule ou du pain complet si vous n'avez pas de féculents dans votre assiette. Et de la viande, du poisson ou des œufs ou des légumineuses en complément. Ensuite, pour compléter, vous pouvez rajouter 1 cuillère à soupe de matière grasse, donc plutôt de l'huile. Ensuite, un produit laitier et un fruit. Et vous pouvez même manger des produits gras et sucrés avec modération. Mais par contre, voilà, le miel et le chocolat noir vous pouvez en manger, en intégrer dans vos repas, sans excès bien sûr. Des petits conseils donc pour le restaurant d'entreprise, pour concevoir ses repas, bien toujours prendre une crudité en entrée pour limiter les envies de quantité, surtout pour des aliments caloriques. Ensuite, bien choisir votre plat complet comme on l'a vu précédemment, un fromage ou un yaourt et un fruit. Attention à la consommation régulière de charcuterie, de viande grasse, d'aliments frits, surtout les frites qui sont souvent proposées dans les restaurants, dans les cafétérias. Les desserts sucrés aussi de type crème dessert, pâtisserie. Donc, si c'est le cas, vous pouvez prendre par exemple une pâtisserie en dessert, mais par contre, accompagnez bien votre plat, votre viande, poisson ou œuf que de légumes. Ça fera office de féculent, si c'est le cas. Au fast-food ou à la boulangerie, donc c'est la solution la plus rapide et accessible lors des déplacements. Donc, veillez toujours à avoir des crudités avec ou dans le sandwich. Vous pouvez apporter par exemple des tomates cerises avec vous ou choisir des sandwichs avec des crudités à l'intérieur. Un laitage et un fruit en dessert. Par exemple, salade de fruits, une compote à boire, des yaourts à boire aussi. Alors souvent, ils sont aromatisés, mais vous pouvez aussi apporter des yaourts dans une glacière et des fruits à croquer. Bien privilégier les pains aux céréales ou les pains complets. Les boulangeries en proposent de plus en plus en faisant attention surtout à la taille des sandwichs parce que souvent, c'est la quantité de pain qui va faire que le sandwich va être très calorique. Préférez le fromage frais ou le fromage type emmental aux sauces dans les sandwichs plutôt que de la mayonnaise, par exemple. Limitez la fréquence de fréquentation des lieux de restauration rapide en essayant de préparer des salades de pâtes ou de riz ou de lentilles à l'avance aussi pour ne pas être tenté si vous voulez faire attention et ne pas manger des sandwichs tous les jours. Bien faire attention à l'association répétée des sandwichs avec de la sauce, de la charcuterie, avec du beurre ou de la mayonnaise. Les boissons sucrées, en général, on est tenté de prendre un menu quand on a très faim. En général, notre cerveau, quand il est fatigué, on est attiré par le sucre. Donc, bien faire attention à ça en anticipant, en choisissant toujours de l'eau. Et les pâtisseries au risque de déséquilibrer vos apports alimentaires sur le long terme, surtout si vous avez une activité professionnelle qui va être sédentaire. En ce qui concerne le Nutri-Score, donc ce Nutri-Score, il a été revu en 2024. Donc l'objectif, c'est d'assurer une information transparente aux consommateurs et d'inciter les producteurs aussi à améliorer en continu leurs recettes.
Comment bien utiliser ce Nutri-Score? Donc, vous pouvez l'utiliser pour comparer les produits au sein d'un même rayon, d'une même catégorie, comparer aussi un produit au sein de différentes marques et comparer des produits qui se consomment à la même occasion. Donc, ce Nutri-Score, il n'est pas obligatoire. Les entreprises l'affichent dans le cadre d'une démarche volontaire. Qu'est-ce qui a changé? Alors, en 2024, comme je vous disais, le Nutri-Score a été revu. Tous les produits concernés sont les produits transformés, donc sauf quelques exceptions comme les herbes aromatiques, les thés, les cafés, les levures, et les produits aussi dont la face la plus grande présente une surface inférieure à 25 cm². Donc, cette méthode de calcul du Nutri-Score, elle a été revue pour mieux prendre en compte les connaissances scientifiques. Donc, ce logo, il est attribué sur la base d'un score prenant en compte 100 grammes ou 100 millilitres de produit. Il a deux composantes, la composante positive et la composante négative. La composante positive, c'est la teneur en nutriments et aliments à favoriser. Donc, les nutriments, ce sont les protéines, les fibres et les glucides et les minéraux. Donc, vous allez avoir surtout le calcul des fibres, des protéines, des fruits et légumes secs. Et la composante négative, ça va être la teneur des éléments à limiter qui vont être néfastes pour votre santé. Donc, l'énergie générale du produit total, les acides gras saturés, les sucres, les édulcorants, le sel pour les boissons. Voilà. Donc, pour tenir compte des spécificités de certaines familles d'aliments telles que les matières grasses ajoutées, le beurre, l'huile, les fromages ou encore les boissons, la méthode de calcul du score a été adaptée. Donc, par exemple, les huiles, elles étaient classées auparavant en D, voire en E. On va voir qu'il y a eu une amélioration de l'affichage des scores pour certains produits. Donc, les voici, les produits qui vont être mieux notés avec le nouveau Nutri-Score. Donc, on va avoir les poissons gras, qui sont très caloriques, donc qui vont être plutôt en négatif au point de vue énergie. Mais par contre, au point de vue nutriments, surtout des acides gras insaturés, les poissons gras vont être mieux notés. Comme je vous ai dit, il est recommandé d'en consommer environ une fois par semaine, voire plus si vous pouvez. Les huiles riches en bonnes graisses, donc insaturées encore une fois, l'huile de noix, l'huile de colza, l'huile d'olive. Les fromages à pâte dure à faible teneur en sel, donc par exemple l'emmental. Les fruits à coque non salés et certaines eaux aromatisées aussi sont mieux notées, bien que, je le rappelle, l'eau est la seule boisson recommandée pour éviter l'appel au sucre répétitif. Les produits notés plus sévèrement avec le nouveau Nutri-Score, donc on aura la viande rouge qui sera limitée, les produits salés, le sel, les produits salés, les biscuits apéritifs ont été conçus pour ouvrir l'appétit. Le sel est un exhausteur de goût, donc plus vous mangez salé, plus vous allez avoir faim. Les produits sucrés, donc comme les céréales du petit déjeuner, comme certaines pubs le disaient, certaines étaient classées A, donc ce qui attirait forcément certains parents ou certains enfants. Donc ce score a été revu, heureusement, pour certaines marques. Les boissons contenant des édulcorants, les plats préparés, les pizzas industrielles, les produits laitiers sucrés et le pain blanc et pain à forte teneur en sel, comme le pain de mie par exemple. Donc, vous avez à disposition le livret de recettes que j'ai conçu. Vous pouvez flasher le QR code. Vous retrouvez ce livret de recettes sur le site SLST. Vous l'avez aussi sous format papier lorsque vous allez en visite médicale. Vous pouvez le demander au médecin ou à la secrétaire. Et vous avez la fabrique à menu aussi sur le site mangerbouger.fr où vous pouvez concevoir un menu sur la semaine qui sera équilibré avec les recettes correspondantes aux plats proposés. Et vous pouvez mettre aussi le nombre de personnes que vous avez dans le foyer. Suivant la saison, ça va vous sortir ça va vous composer des menus équilibrés pour une semaine, pour le plat du midi ou pour le plat du soir ou pour les deux. Et les entreprises disposent d'un délai de 2 ans pour appliquer le nouveau Nutri-Score sur les emballages. Je laisse la parole à Aurélie pour les postures sédentaires. Merci beaucoup. Donc voilà, on va parler maintenant des postures sédentaires et surtout pourquoi et comment les prévenir. Alors on va repartir du contexte. Pourquoi parler de la sédentarité et des postures sédentaires? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure pendant le quiz, c'est la 4e cause de mort prématurée en France.
donc ce qui est un véritable problème de santé publique. C'est même le premier facteur de risque de diabète avant même la nutrition. Dans nos pays, le travail est un vecteur principal de posture sédentaire. On estime qu'environ 76% des salariés travaillent dans le secteur tertiaire en 2018, avec beaucoup de postures assises, sur écran notamment. Et puis, on a l'évolution de la société qui fait aussi qu'on est de plus en plus assis au travail, mais également dans nos loisirs, à la maison, beaucoup d'écrans. Donc, voilà, des fois après le travail, on va même jouer ou aux jeux vidéo ou être sur nos écrans, traiter nos affaires personnelles. On se rend compte aussi qu'on prend de plus en plus la voiture, les transports en commun, même chez les jeunes. Plutôt que de prendre le vélo, ils veulent maintenant des trottinettes électriques, qu'on les emmène en voiture un petit peu partout. Donc voilà, tout ça est à prendre en compte et c'est voilà, un problème de santé publique dont il va falloir s'occuper grandement. On estime que 80% des 11-17 ans et 30% des adultes sont en dessous des seuils d'activité physique recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ces fameuses 150 minutes d'activité physique modérée à intense par semaine, on y reviendra. 9% des décès en France sont dus à l'inactivité. On reprendra aussi la notion d'inactivité, à différencier de la sédentarité. 4 heures par jour, c'est le temps passé par les enfants et adolescents devant les écrans. C'est une moyenne, certains font même beaucoup plus. Et 80% des adultes passent 3 heures devant les écrans chaque jour, hors activité professionnelle. C'est ce que je disais tout à l'heure. En plus d'une activité professionnelle, écran et sédentaire, on va en plus à la maison avoir en moyenne 3 heures passées devant les écrans. Et par jour, un adulte est assis en moyenne 12 heures, et dont même 9 heures dans une journée non travaillée. Voilà. Comment les identifier? Alors, ces postures sédentaires, on prend souvent une unité de mesure qui est le METS, donc pour évaluer le niveau de dépense énergétique. Voilà, en fait, le METS, c'est une unité qui nous aide à savoir combien notre corps dépense d'énergie. Dans les postures sédentaires, par exemple, être complètement assis, on va dire qu'on est égal à 1 METS. L'AIMET travail assis sur écran 1,3 mètres, activité d'assemblage assis environ 2,5 mètres parce qu'on va quand même activer son corps et augmenter donc cette unité lors de la manutention de charge, par exemple debout. Plus on a d'activité physique et plus on augmente notre dépense énergétique. Donc les postures sédentaires au travail, elles sont caractérisées par le maintien dans le temps de 2 éléments indissociables, donc qui vont être la posture assise et la faible dépense énergétique associée. Les effets sur la santé des postures sédentaires sont liés à cette combinaison. Voilà, on est assis et en plus avec une faible dépense énergétique. Donc on parlait tout à l'heure de cette distinction à avoir entre posture sédentaire et inactivité physique. Les postures sédentaires, il va s'agir du temps passé assis ou allongé, en dehors des heures de sommeil bien sûr, avec une dépense énergétique très faible, comme devant les écrans, en voiture, en lisant, dans les transports en commun. Regarder la télé pendant des heures, travailler sur un ordinateur toute la journée. Alors que l'inactivité physique, c'est différent. C'est le fait de ne pas respecter ces recommandations de 150 minutes d'activité minimale par semaine. Voilà, donc par exemple, l'inactivité, ça serait de ne pas faire de sport du tout, même pas de la marche, pas courir, ne pas faire d'activité qui augmente la fréquence cardiaque et faire moins, donc ce que je disais, d'activité recommandée que ce qui est préconisé par semaine. Donc ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'une personne peut être active, mais quand même sédentaire. On peut se dire, par exemple, voilà, oui, je suis assise 8 heures par jour sur les écrans, mais je fais tous les soirs une demi-heure d'activité physique ou 1 heure, donc je ne suis pas sédentaire. Donc non, je suis bien dans des postures sédentaires toute la journée, avec tous les risques que ça engendre sur la santé, qu'on va développer plus tard, même si je fais mon activité physique. Alors que ce soit le matin, je peux faire mes 30 minutes, mais passer ma journée assise, ou passer ma journée assise et ensuite aller au sport. Voilà, il faut vraiment savoir que le fait de faire une activité physique en dehors de nos postures sédentaires ne va jamais pallier à toute cette incidence qu'il y a sur notre santé. Donc l'exposition aux postures sédentaires, donc on y vient, elle est associée à divers effets sur la santé.
Donc, l'augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, hein, ça c'est une évidence, donc tout ce qui va être risque d'hypertension, d'AVC, etc. Le risque de développer de l'obésité, également du diabète de type 2. On le voyait tout à l'heure, de nombreux cancers pourraient être évités si on augmentait donc notre activité physique et si on réduisait nos postures sédentaires. Et il faut savoir qu'une trop faible dépense énergétique, elle peut aussi entraîner une hyperglycémie, une augmentation de la glycémie et des triglycérides dans le sang. Voilà, il faut savoir que ça a aussi une incidence sur notre santé mentale, hein. L'activité physique, elle a un réel bienfait, sécrétion d'endorphines et le fait de lutter aussi contre certaines dépressions, etc. Et les troubles musculo-squelettiques, le fait d'être tout le temps en posture assise, vient entraîner des troubles pour le dos, les cervicales, etc. Et le fait de bouger, d'activer notre corps, va pallier aussi à toutes ces problématiques de TMS. Quelle stratégie donc de lutte contre la sédentarité au travail? Donc, dans le cadre de notre travail, donc, on l'a dit, on va être assis de nombreuses heures dans notre journée. Qu'est-ce que notre employeur pourrait faire? Donc, il faudrait déjà identifier quelles sont les postures sédentaires. Et il faut savoir que maintenant, notre employeur doit travailler sur les postures sédentaires dans le cadre du document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, les identifier, mais c'est aussi mettre en place des mesures de prévention. Voilà, donc comme on va parler des TMS, des RPS, de tous les risques professionnels, la sédentarité devient un problème de santé publique et un problème de risque au travail, donc par rapport à tout ce qu'on a dit. Donc, l'employeur doit aussi mettre en place des mesures de prévention face aux postures sédentaires et réduire notre temps assis dans notre journée. Au niveau des recommandations pour les adultes, donc on a parlé de ces fameuses 150 minutes d'activité physique par semaine. Alors comme ça pourrait paraître beaucoup. On peut déjà les découper, se dire que c'est 30 minutes déjà par jour sur 5 jours. Mais il faut aussi se dire que ces minutes, on peut les découper. Ça peut être 10 minutes le matin, 10 minutes à midi, 10 minutes le soir. Voilà, le but, c'est vraiment de travailler sur nos postures sédentaires, se lever régulièrement dans la journée, aller marcher. Voilà, on reprendra quelques astuces en fin de présentation. Mais voilà, on peut découper ces minutes dans notre journée. Voilà, on peut se dire, oh, j'ai pas le temps, mais si, dans notre journée, toutes les 2 heures, on peut se lever, faire des pauses actives, quelques exercices qu'on présentera également tout à l'heure. Mais voilà. Associé à ça, il faut toujours mettre aussi des assouplissements, des étirements. Voilà, il n'y a pas que l'activité. Donc, notre activité physique, elle va être découpée avec des activités plutôt cardio, donc là où on augmente le rythme cardiaque, etc. Des assouplissements. Et ce qui est très, très important aussi, c'est de faire du renforcement musculaire. Voilà, notre masse musculaire, elle est très importante pour vieillir en bonne santé. Voilà, c'est ce qui nous permettra de devenir autonome le plus longtemps possible aussi, de travailler sur notre masse musculaire. Voilà, il y a un petit QR code que vous pouvez aussi scanner qui va vous permettre de tester votre niveau d'activité physique. Et puis, ça peut vous permettre aussi de vous donner des objectifs. Voilà, je veux me tester, à quel stade je suis de mon niveau d'activité physique et qu'est-ce que je peux mettre en place pour y remédier et prendre en main ma santé à ce niveau-là. Donc, des petites astuces pour lutter contre la sédentarité au quotidien, des choses vraiment très, très simples à mettre en place. En plus de sa journée, on peut se fixer un nombre de pas par jour. Alors maintenant, il y a beaucoup de montres qui permettent de le mettre en place, mais on peut se donner des objectifs. On parle souvent des 10 000 pas par jour, mais voilà, on peut aussi les augmenter, marcher dans notre journée. Par exemple, je prends les transports en commun, je m'arrête un arrêt avant pour marcher jusqu'au travail. Ou voilà, j'ai une pause de midi, j'ai 1 heure, je peux découper, je mange au moins en 20 minutes, on l'a vu tout à l'heure, 30 minutes, et puis je peux aller marcher les 30 minutes qui me restent avant de reprendre mon activité. Les appels téléphoniques aussi, on en passe beaucoup. Plutôt que d'être assis pour passer nos appels téléphoniques, on peut les faire en marchant. Alors, je précise toujours en faisant attention quand même aux obstacles, ne pas téléphoner sur les parkings au travail, les choses comme ça, où il pourrait y avoir un risque accidentogène avec des voitures ou des obstacles. Mais voilà, je suis même dans la pièce au travail, je peux faire quelques pas en passant mes appels téléphoniques. Alterner également nos postures assises debout. Alors, il y a certaines entreprises qui ont des bureaux assis debout. On va pouvoir lever notre bureau et à ce moment-là, travailler de façon debout, mais peut-être aussi avoir des espaces de pause où je peux aller poser mon ordinateur et voilà, avoir cette posture assise debout qui permet de ne pas être toujours assise, comprimer mes organes
et voilà, me permettre de pallier à ces postures sédentaires toujours. Aller au travail à pied ou à vélo et se garer le plus loin possible. Par exemple, je peux me garer un petit peu plus loin que le travail pour finir à pied et puis bien sûr venir en vélo ou en trottinette électrique, ou plutôt trottinette, que l'électrique va être moins à dépense énergétique. Mais voilà, ça peut permettre aussi d'avoir son activité physique dans la journée. Privilégier les escaliers à l'ascenseur. Alors ça peut être au sein de l'entreprise, mais aussi chez vous, si vous habitez un immeuble, préférez les escaliers à l'ascenseur. Aussi, au sein du travail, on a tendance à envoyer des mails, des petits Skype, voilà, pour discuter avec les collègues. Et ben non, se déplacer, aller jusqu'au bureau de ma collègue pour échanger. Et ça nous permet là aussi de marcher, puis d'avoir aussi de l'interaction avec nos collègues. Faire des pauses actives, alors soit à titre d'étirement qu'on va présenter, soit vraiment à plusieurs, voilà, se dire je fais une pause active, voilà, on fait un petit peu d'étirement, quelques petits exercices, toutes les 2 heures par exemple, voilà, pour voilà, activer son corps. Éloigner la photocopieuse pour bouger davantage. C'est vrai que voilà, des fois on a l'imprimante, elle est juste à côté, tac, c'est facile, on ne se lève pas. Le fait de se dire voilà, la photocopieuse elle est loin, pour aller chercher ce que j'ai imprimé, je suis obligée de faire quelques pas, et puis voilà, de bouger dans ma journée. Et ça, j'en parlais tout à l'heure, donc aller se promener pendant les pauses déjeuner, voilà, ça peut permettre aussi de réguler un petit peu la glycémie après le repas et d'aller faire quelques pas et voilà, de s'aérer en plus, donc pour être plus efficace pour la reprise du travail. Donc, d'autres conseils pour manger mieux et bouger plus. En tant qu'employeur, comment agir? Donc, la promotion de l'activité physique est souvent proposée dans une démarche de QVCT, qualité de vie au travail, mais elle ne peut pas se substituer aux obligations relatives à la prévention des risques professionnels. Ça, on tenait à le rappeler. Donc, quelques pistes d'amélioration, par exemple la mise en place d'ateliers, sensibilisation à une meilleure nutrition et activité physique. Donc, on peut intervenir avec Aurélie sous forme d'ateliers ou de sensibilisation. N'hésitez pas à nous solliciter, à demander à votre médecin du travail pour que nous intervenions dans votre entreprise. Afficher aussi des recommandations nutritionnelles en salle de pause. Par exemple, sur le site mangerbouger.fr, vous allez pouvoir imprimer des flyers ou des posters. Affichage du Nutri-Score aussi ou des pastilles de couleurs correspondant au groupe d'aliments sur les aliments proposés au restaurant d'entreprise. Comme ça, la personne peut composer aussi son plateau en ayant une couleur de chaque groupe d'aliments et avoir un plateau équilibré. Organiser des rencontres sportives afin d'augmenter la cohésion d'équipe, les randonnées, les courses, les journées d'équipe, par exemple, sur un affichage vers la machine à café où chaque personne peut s'inscrire. La mise en place de journées à thème, par exemple la journée Fraîche Attitude qui est chaque année, voilà, pour les fruits et la mise en place des fruits et légumes, la promotion des fruits et légumes. Les distributeurs, les bannières de fruits frais, de fruits secs, les fruits oléagineux, par exemple les noix, les noisettes, les amandes et les fontaines à eau. Vous pouvez aussi offrir des lunchbox et des gourdes aux salariés pour leur anniversaire, Noël, avec le lien de la fabrique à menu et les livrets de recettes équilibrées. Créer des espaces de pause active avec des tapis de marche, des tables électriques, par exemple, des bureaux électriques comme on l'a vu tout à l'heure pour travailler debout de temps en temps. Pour les réunions aussi les plus courtes, par exemple les réunions de moins de 30 minutes, pourquoi pas les faire debout ou en marchant. Proposer un planning partagé d'activités collectives, par exemple dans les entreprises où vous disposez de beaucoup d'espace ou si vous êtes en pleine nature, faire des marches avec vos collègues, de la course à pied, du vélo durant la pause déjeuner. Améliorer l'ergonomie au poste de travail, donc en prévoyant du matériel permettant d'alterner les postures. Organiser des temps d'échauffement à la prise de poste pour réduire le risque de TMS. Alors, à savoir que les TMS sont quand même multifactoriels. Les échauffements, ça ne va pas tout solutionner. C'est en dernière intention. On aménage d'abord le poste de travail. On améliore aussi la santé au travail et on favorise le bien-être des salariés. Proposer des défis tous à vélo pour les trajets domicile-entreprise lorsque cela est possible, lorsque les salariés sont domiciliés à quelques kilomètres de leur entreprise. Vous pouvez aussi concevoir un parcours fléché d'activités physiques dans l'entreprise pour que les salariés marchent durant leur pause. Ça peut être un peu plus ludique.
Et enfin, donc, je vais laisser la parole à Aurélie pour les exemples, voilà, d'étirement, échauffement au poste. Donc, on en parlait tout à l'heure, hein, pour permettre justement, voilà, dans sa journée, de mobiliser son corps et de pallier aux postures sédentaires. On vous propose une série d'étirements. Donc, debout ou assis à son poste de travail. Le but, ça va être d'étirer le corps, de le faire bouger, de détendre son dos. Voilà, le côté, le bassin, mobiliser les poignets. Voilà, donc des étirements à faire qu'on mettra en ligne prochainement également, hein, pour vous aider dans votre quotidien à suivre ces exercices et avoir des exemples concrets d'étirements au poste de travail. Et puis, des petits exercices aussi à faire au travail ou à la maison, alors sans poids, hein, c'est des exercices vraiment très simples qu'on peut faire au bureau. On le voit par exemple sur la chaise pour activer au niveau des cuisses et des fessiers. Donc là, voilà, ça va être des petits exercices qui augmentent un peu plus la dépense énergétique. Pouvoir s'asseoir aussi, faire la chaise contre le mur. Donc là, c'est vraiment du gainage, des fentes, des squats devant son ordinateur. Ou tout simplement aussi travailler les abdos en posture assise sur sa chaise, comme on peut le voir au milieu, là, à gauche. On active en fait la sangle abdominale, même en posture assise, en venant chercher coup de genou opposé. Je propose l'exercice aussi au sol, sur tapis, mais voilà, sur chaise, déjà, on a des résultats. On peut également travailler au niveau des bras, donc que ce soit biceps, triceps. Pareil sur la chaise, alors bien faire attention à ne pas prendre une chaise à roulette et à la caler bien contre le mur. Et là, voilà, on peut activer donc le dos également, donc dos à la chaise ou face à la chaise. Et un exercice de planche qui est du gainage, voilà, à tenir 30 secondes. Si on tient moins, c'est pas grave. Le but, c'est de faire ces exercices régulièrement, voilà, dans sa journée. Et sinon, le soir, en arrivant, si on n'a pas pu le faire au travail, quelques minutes, voilà ce que je vous disais, soit 30 minutes par jour, soit diviser 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, quand on a le temps, ça marche aussi, voire 5 minutes, 6 fois dans la journée. Voilà, il y a également le QR code qui va vous mener à cette plaquette sur le site du SLST. Voilà, vous pouvez la retrouver, l'imprimer, la mettre sur votre bureau ou chez vous, voilà, pour qu'elle vous aide à trouver voilà, des petits exercices simples et à vous motiver à avoir une activité physique. Quelques exemples d'applications qui peuvent vous aider aussi à bouger. Donc, la CPM avait conçu une application pour prévenir le mal de dos. N'hésitez pas à la télécharger sur le site. Un test de niveau d'activité physique et de sédentarité des adultes, donc sur le site mangerbouger.fr. Pour les idées de menus équilibrés, donc ce sera sur notre site slst.fr. Et vous avez aussi les maisons de santé régionales qui peuvent aussi vous guider vers des activités physiques adaptées, donc les maisons sport santé. Vous avez aussi toutes les plaquettes de prévention donc, sur notre site, sur le site mangerbouger.fr. N'hésitez pas à regarder tout ça, à les retrouver en PDF. Et si vous avez besoin de plus d'informations ou d'une intervention, n'hésitez pas à contacter votre médecin du travail ou votre infirmier du travail. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez ou si vous avez certaines réactions par rapport à des recommandations que nous avons citées. Et nous allons laisser aussi la parole à notre responsable communication, Darlène Sorrentino. Bonjour, je suis derrière l'écran, mais du coup, c'était juste pour vous faire un petit point au niveau communication. Pour ceux qui n'ont jamais participé à nos webinaires, on a une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver tous les replays de nos webinaires. On a même créé un agenda qu'on publie sur notre site internet dans la section Agenda 2025. Bientôt, on aura la deuxième partie parce qu'on s'est arrêté au mois de juin. Et j'en profite aussi pour vous montrer, il y aura les liens pour vous inscrire. Il y a des nouveaux webinaires qui nous attendent. La semaine prochaine, on a la sécurité routière au travail. En juin, il y a la sensibilisation aux risques psychosociaux. Et on a aussi, même si ce n'est pas un webinaire, un événement pour la QVCT avec Aurélie et Alicia qui vont être présentes pour des ateliers vraiment en physique. Donc, si vous avez des salariés et vous voulez proposer une activité pour la QVCT, n'hésitez pas à vous inscrire.
Voilà, donc n'hésitez pas. Et après, si vous avez des thématiques, nous allons vous envoyer le support plus une enquête des satisfactions et vous pourrez mettre vos suggestions au niveau des thématiques que l'on pourrait aborder dans le prochain webinaire. Merci. Alors, on va regarder s'il y a des questions. Il y a certaines entreprises qui font des challenges sportifs, avec notamment des challenges départ. Organisez-vous ce genre de choses? Alors non, nous ne le faisons pas. Par contre, voilà, on peut vous accompagner à l'élaboration de l'événement. Oui, une journée type de 8 heures de travail, assis devant un ordinateur, à quelle fréquence faire des pauses actives? Alors, à quelle fréquence faire des pauses actives? Le minimum recommandé, c'est toutes les 2 heures. Moi, je vous invite vraiment minimum toutes les heures à vous lever, soit à pratiquer ce que je vous disais, des étirements, posture debout, aller à la machine à café ou vous aérer. Enfin, quand je dis machine à café, c'est pas forcément pour boire du café, mais une infusion ou se déplacer. Voilà, les recommandations, c'est vraiment toutes les 2 heures au minimum. Et voilà, si vous pouvez, même toutes les 30 minutes, c'est vraiment, voilà, ça serait le top. Et voilà, au moins 5 minutes toutes les 2 heures au minimum. Et comment faire adhérer les salariés? Alors, comment faire adhérer les salariés? Moi, ce que je vous préconise, selon le type d'entreprise, c'est de le mettre déjà en chose commune intégrée par l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut que l'employeur, pour être moteur, mette en évidence que les pauses actives sont reconnues dans l'entreprise, comme je donne souvent l'exemple, quand quelqu'un va fumer régulièrement dans la journée, toutes les heures, toutes les 2 heures, il prend ses 10 minutes, un quart d'heure pour aller fumer. Voilà, c'est admis parce que c'est dans les mœurs. Mais l'idée, c'est que l'employeur intègre ces pauses actives de la même façon, se dire que la pause active, elle fait partie du travail. Comme on autorise les gens à aller s'aérer, etc., et il faut que lui, il soit moteur. Pourquoi pas mettre même un mail commun, des étirements au poste en mettant le lien du SLST, ce qu'on préconise. Donc, la personne a accès en fait à un support qui est fait par l'employeur. De ce fait, ça légitimise les personnes pour faire des pauses actives au travail. Et pourquoi pas collectivement, vous êtes dans un open space, vous êtes 3-4 collègues dans le même bureau, se dire, là, voilà, c'est l'heure de la pause active. L'employeur nous a mis ça à disposition, il est au clair, voilà, il est normal d'avoir cette pause active dans la journée, comme il est normal d'autoriser un salarié à aller boire un café, comme il est normal d'autoriser un salarié à aller prendre sa pause cigarette. Voilà, donc je pense que ça doit vraiment venir de l'employeur et dire que ça fait partie de notre travail dans notre entreprise. On est acteur pour lutter contre les risques liés aux postures sédentaires. Voilà, on est acteur de prévention. Votre employeur est le premier acteur de prévention de votre entreprise. Il doit mettre ça de façon tout à fait quotidienne dans votre journée de travail. Voilà. Et après, vous, en tant que salarié, vous pouvez l'inciter à lui dire que déjà, c'est les préconisations du ministère de la Santé, de la médecine du travail. Dans notre document unique, on doit travailler sur les postures sédentaires. Lui, c'est une obligation de l'employeur de travailler dessus. Soyez acteur, profitez-en. Dire, voilà, vous devez travailler sur les postures sédentaires au travail. Moi, je suis acteur de ma santé aussi. Je vous propose des choses. Je propose des choses, des pauses actives, des challenges sportifs. Voilà. Mais vraiment, dans le quotidien, c'est de se dire, voilà, je fais mes pauses actives, je ne suis pas regardée par tout le monde, ça fait partie de mon travail, c'est ma santé que je prends en main et c'est normal. Voilà. Déjà, de vous lever toutes les 30 minutes, ce sera déjà bien rien que d'alterner la posture, de téléphoner debout, d'aller voir ses collègues plutôt que de les appeler ou de leur envoyer un mail. Ce sera déjà super. Ouais, non, il faut vraiment que ce soit, Voilà. que ça rentre dans les mœurs, quoi. Voilà, Oui, vraiment. ça va changer avec les années, hein. C'est vrai que la sédentarité, ça a été la cause nationale 2024. L'INRS publie beaucoup dessus, donc vous pouvez aller sur le site et puis aussi, pourquoi pas envoyer les publications de l'INRS, hein. Alors, faire changer les mœurs, je lis, c'est compliqué et je suis tout à fait d'accord, hein. Après, ça va vraiment se développer parce que, effectivement, c'est un gros problème de santé publique au niveau des arrêts cardio-respiratoires. Enfin, il y a plein de choses qui vont bouger, ça va se mettre en place, mais voilà, comme toute chose, c'est long, mais soyez vraiment acteurs, quoi. Vous avez aujourd'hui tous les supports qui vous disent que la sédentarité, elle est dangereuse pour la santé. Donc voilà, il faut s'en servir, il faut voilà. À savoir Essayer, voilà. oui, dans les pays du Nord, les bureaux électriques sont obligatoires. Donc, on a une nette diminution des arrêts de travail liés aux douleurs dorsales quand même. Donc, ça va arriver chez nous. Croise des doigts. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Alors, vraiment, et lorsque la direction fait la chasse aux pauses, comment faire? Oui, ça, c'est toujours un peu. Bah ouais, là après, enfin moi, je sais pas dans quelle entreprise vous êtes. L'idée, c'est de peut-être mettre en évidence les obligations réglementaires. L'obligation réglementaire, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels et dire qu'effectivement, dans ce document unique, aujourd'hui, on doit faire entrer la sédentarité et donc identifier les postures sédentaires. Du moment où ça devient une obligation réglementaire, la direction, elle est dans l'obligation de respecter tout ça. Préserver la santé et la sécurité de ses salariés, c'est l'article 1er du Code du travail. Hein. Donc, voilà, il faut s'en servir. Voilà. Et puis vraiment montrer les faits, mais même sur votre bien-être. C'est-à-dire que des fois, on va se dire « Ah, je suis fatiguée, je suis fatiguée ». Nos ados, ils sont fatigués. Alors qu'en fait, des fois, on se dit « Ouais, je suis trop fatiguée pour faire une activité physique ». Quand vous allez entrer dans l'activité physique, justement, vous allez vous apercevoir que non, justement, vous êtes moins fatigué. Le corps humain, il est fait pour marcher, pour être debout, voilà, à la base, on est fait pour être actif. Le problème, c'est que nos sociétés nous ont fait avoir des vies sédentaires de plus en plus, mais en fait, ça procure vraiment du bien-être. Et une personne qui va être dans cette dynamique, ça se voit, quelqu'un qui a une activité physique, qui est très actif et être moteur et montrer à vos collègues en quoi ça vous procure du bien-être, des endorphines et un bien-être pour le corps et pour l'esprit. Et voilà, plus vous allez faire passer le message, plus des gens vont adhérer, quoi. Merci à vous pour votre participation. Voilà, merci beaucoup pour les échanges et puis n'hésitez pas, comme vous disiez, à nous faire intervenir au sein de vos entreprises par l'intermédiaire du médecin du travail. Voilà, on sera ravis de venir vous aider sur le terrain. Tout à fait. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.